That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Sixième partie, sixième épisode, sixième chapitre de notre émission Parole. Parole avec un S entre parenthèses. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, Jules n'est pas des nôtres, il a affaire, donc il pourra pas être avec nous. Et comme on voulait absolument qu'il y ait un dialogue à trois, donc je me suis retourné vers Nicolas alias Artopolis, que vous connaissez maintenant pour l'avoir vu. Oui. Pour l'avoir vu sur la chaîne. Artopolis Nicolas fait partie d'un groupe de cinéphiles malades et exigeants, c'est un pléonasme, qui se nomme Scope le podcast, et dans lequel on retrouve, si je me trompe pas, Borat, Lucas, et le petit dernier, c'est Archimède, c'est ça. C'est bien ça, Archimède. C'est bien et ça. Donc, écoute, en tout cas, merci Nico d'avoir accepté cette invitation. Merci à Et toi. puis, je t'en prie. Et puis à côté de moi, là, comme ça, vous le connaissez très bien, hein, le doyen. Le doyen, on l'appelle le doyen. C'est Le vieux. le vieux doyen, Valérian, mais qui n'est pas le plus réac de nous deux. Enfin, voilà. Et qui s'appelle Valérian, alias Sinfiles, vous le connaissez très bien. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Ah bah écoute, à partir du moment où on dialogue et on se retrouve, je suis très content. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 films, comme d'habitude. Un film burkinabé, un film américano-anglais, on va franco-américano-anglais, on va en parler de cela, et un troisième film à la base soviétique, mais qui se déroule à Cuba. Donc, Yaaba de Idrissa Ouedraogo, The Last Duel de Ridley Scott et Soy Cuba de Mikhail Kalatazov, qui avait fait le fameux Quand passent les cigognes en 58, pour lequel il avait reçu la Palme d'Or. Donc, ces 3 films ont cette particularité d'être accessibles, d'avoir eu une distribution en salle dans nos cinémas. Alors, effectivement, l'un des 3 films a eu beaucoup plus de copies que les 2 autres. Les 2 autres sont des rééditions, et donc vous pouvez les trouver sûr et certain dans Paris, et peut-être un petit peu comme ça ici et là en France, mais en tout cas ces 2 films sont aussi disponibles soit via DVD ou alors dans des circuits que vous connaissez qui sont un peu alternatifs. On va commencer par le premier, Yaaba, qui date de 89, qui est un film burkinabé réalisé par un cinéaste qui malheureusement est décédé en 2018, qui s'appelait Idrissa Ouedraogo, et qui est l'un des plus importants cinéastes de l'histoire du cinéma, pas forcément de l'histoire des cinémas d'Afrique, mais de l'histoire du cinéma, et qui, pour ce film-là, Yaaba, qui était, je crois, son deuxième long métrage de fiction, avait reçu le prix du jury au FESPACO, qui est peut-être le plus ancien festival d'Afrique, voire même du monde, et le prix Friedrichi à Cannes. C'est l'un des cinéastes les plus importants qui a eu cette particularité dans les années 80, d'être là, je parle du continent africain, d'être comme ça avec une autre flopée de cinéastes à ne plus utiliser le nous, mais le je, pour pouvoir parler un petit peu de sa condition de citoyen burkinabé, mais aussi de citoyen du monde, et donc de questionner aussi le passé pour mieux comprendre un petit peu ce qu'il est devenu et ce qu'il va devenir. Et donc ça a donné beaucoup de films qui parlaient beaucoup de communauté, mais aussi de ce qu'on appelle l'éducation à l'image, l'éducation tout court, et aussi de transmission de passage. Et Yaaba, c'est un peu ça, c'est l'histoire de 2 enfants qui se nomment Bila et Napoko, qui sont 2 enfants qui vivent dans un endroit qui s'appelle Waiguya, et qui en plus est l'endroit où est né Idrissa Ouedraogo. Donc c'est très important de poser sa caméra dans le lieu originel de la situation. Et ces 2 enfants rencontrent une femme qui s'appelle Sana, une espèce de personne très âgée et qui est connue être pour une espèce de petite sorcière comme ça, donc qui est un peu mise de côté. Et en fait, ces enfants vont l'appeler Yaaba, qui en moré veut dire grand-mère. Et le film parle de ça, de cette transmission des 2 côtés, des 3 côtés, mais aussi d'un rite initiatique qui est celui de Bila, qui va essayer de comprendre un peu ce qu'il est. C'est un enfant et qui va donc avancer. Et c'est pas une tragédie parce qu'il va pas aller au bout des choses, mais au contraire, il va aller dans un endroit qui lui permettra peut-être, à un moment ou à un autre, de se libérer de tout ça. Donc c'est un film assez incroyable, et je voulais absolument en parler avec mes confrères parce que je trouve que ce film, en l'occurrence, qui travaille beaucoup sur des plans extrêmement fixes,
quelques mouvements de caméra, certes, mais qui a une façon comme ça de. Il fait partie de ces films, je trouve, où on a l'impression que la caméra n'existe plus. On a l'impression qu'on n'est pas dans une suite comme ça de tableaux, de compositions extrêmement saccadées, donc, ou arty, comme on dit. Non, je trouve que il y a une forme comme ça de distance assez incroyable, où l'on sent que les personnages, j'aime bien avoir l'impression, quand les personnages, quand ils entrent dans un plan, qu'on a l'impression qu'ils ont vécu quelque chose avant et qu'ils vivront quelque chose après. Et je trouve que le regard que porte Idrissa sur ses deux enfants, mais aussi sur cette personne qui est la représentation de la grand-mère, une forme de grand-mère, j'ai l'impression qu'à aucun moment il les juge et qu'il les suit avec comme si lui-même ne savait pas trop où est-ce qu'ils vont, ces trois personnes. Et en fait, il filme des individus qui essayent de se positionner pour, comme je le disais au départ, pour mieux comprendre cette région, cet endroit, ce continent, et essayer de voir aussi dans le système du rétroviseur, c'est-à-dire de voir un peu ce qu'il était derrière pour mieux essayer de comprendre ce qui est devant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ce film. Valérian, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Yaraba? Est-ce que tu connaissais déjà ce film de réputation? Non, c'était vraiment la première fois que j'en ai entendu parler de ta bouche, quand tu nous l'as proposé en sélection. Moi, je n'ai vraiment pas vu beaucoup de films africains. Je n'ai vraiment pas vu beaucoup de films de ce type-là, où la caméra est si, comment dire, j'ai envie de dire un mot, comme, tu vois, le cinéma des premiers temps, c'est-à-dire c'est un film qui me semble pas avoir pas de tradition, mais un lourd passé cinématographique qui travaille sa mise en scène. C'est quelque chose, comme tu disais, de très épuré, où on joue sur un cadre qui est tellement large qu'il peut tout se passer à l'intérieur. On n'a même pas besoin de faire des mouvements de caméra, on a les gens qui évoluent dans un cadre large, où l'horizon, on voit systématiquement l'horizon dans la plupart des plans. Et c'est finalement cette distance qu'il entretient avec les personnages, avec sa caméra, qui rend le film un petit peu insaisissable. Je trouve que c'est difficile de déterminer vraiment, de déterminer l'époque. Il y a une sorte de comment dire, vraiment, quand je dis, je pensais au terme vraiment cinéma primitif, c'est le langage primitif du cinéma qui est finalement le plus universel, c'est celui qui est le moins codifié, c'est celui avec lequel on peut le plus facilement rentrer. Et je trouve qu'il y a une sorte de... Avec cette distance, il instaure aussi une sorte de distance un peu, pas morale, mais il veut quand même nous faire comprendre qu'il y a des gens qui ont de sacrés, et d'ailleurs on en reviendra de cette idée de superstition un peu plus tard dans l'émission, mais il y a quand même une sorte de cruauté à nous montrer ces gens qui se... Comment je pourrais dire? Bon, moi, ça m'a perturbé parce que moi, je supporte pas l'injustice et la moquerie. Mettre en pièces la personne pour un rien juste parce que voilà, il lui est arrivé une tuile dans sa vie à la pauvre vieille femme, et tout d'un coup elle est mise au bord de la ville, de la vie en communauté, et c'est finalement les enfants qui ont le moins d'expérience de vie, qui sont les plus innocents, qui se rapprochent d'elle bien naturellement, et finalement on se rend compte à la fin qu'elle avait ses raisons, que finalement il n'y avait pas grand-chose pour emballer comme ça le village comme il s'est emballé en face d'elle. Et j'ai été très perturbé que cette impression, voilà, de stigmatiser les gens parce qu'ils sont différents, eh bien, ça se retrouve encore aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment, entre le moment où tu nous as parlé de ce film, et je sais pas, 2-3 jours après, j'ai rencontré un autre film qui s'appelle I'm Not a Witch. Ah oui. En 2017 attends, je l'ai noté. Je l'ai pas vu, mais Rungano Rioni, qui parle finalement de personnes qui sont différentes ou un peu bizarres et qu'on qualifiait comme sorcières, et qu'on met voilà avec une sorte de ficelle, de long tissu derrière pour pas qu'elles s'échappent, pour pas qu'elles s'envolent comme ça, et on les met un peu comme monstres de foire.
là dans des endroits pour les faire travailler, pour leur faire devenir l'avenir, enfin pour leur faire deviner l'avenir auprès des gens, auprès de touristes, alors qu'elles n'ont absolument rien demandé, ou pire, elles sont tout à fait normales, mais c'est juste parce qu'elles sont différentes, parce qu'elles ont même des fois émis des avis différents, que tout d'un coup, elles ne sont pas considérées comme la norme, elles ne peuvent pas vivre en société, et donc elles sont qualifiées de sorcières. Et ce film date de 2017, et je suis assez étonné que entre 84, 85, Yaba, et 80, 89, 89. voilà, 89, on est encore en fait cette image en tête, voilà. Et enfin moi ça m'a beaucoup perturbé. Je trouvais qu'entre les deux films, sur cette notion de mettre sur le côté l'autre, voire même le transformer en bouc émissaire de tous les maux, je trouvais que pour le coup c'était assez saisissant de voir que finalement ça continue à travailler un petit peu ce sujet-là. Et puis tu sais Samir, moi j'aime bien tout d'un coup prendre un film et toujours en rattacher d'autres films à ce film-là pour faire grossir le truc et me trouver aussi. Moi, j'étais un peu désarçonné devant ce film et j'aime beaucoup réussir à trouver des films qui gravitent autour un petit peu comme un système solaire, tu vois. Moi, ça me rassure et ça me permet de donner de la force à ce film principal avec des choses qui gravitent autour. Donc, tu as entièrement raison. Je suis content. Ça permet d'avoir plus confiance quand on parle du film et de pouvoir commencer à bâtir un petit discours autour si on est un peu désarçonné quand on le voit la première fois. Donc moi, finalement, j'étais bien content de rencontrer ce deuxième film pour me rendre compte des valeurs du premier. Et toi, Nico, est-ce que tu es dans le même... Voilà, est-ce que tu as les mêmes sensations? Je sais que tu as récemment découvert un autre film d'Afrique subsaharienne qui s'appelle Yélène, La Lumière, de Souleymane Cissé, et que tu as fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, tu t'en es pas remis de ce film. Et Yahaba. C'est terrible parce que avant de parler d'Yahaba, je pense que je vais découvrir vraiment très lentement le cinéma d'Afrique, parce qu'à chaque fois, si c'est comme ça, à chaque film, si c'est de cette façon-là que je me prends une... j'aime pas ce terme claque, enfin je l'utilise un peu trop souvent et c'est un peu énervant comme terme, mais comme bouffée d'émotions aussi... enfin, en plus, c'est intéressant parce que je suis d'accord avec Valérian, moi aussi j'aime bien connecter les films, enfin faire des connexions entre des films par exemple qui peuvent être totalement opposés ou très connectés. Là, il faut absolument que je vois I'm Not a Witch, et effectivement j'allais en parler aussi sans l'avoir vu, mais je me demandais s'il n'y avait pas des éléments de connexion. Et j'ai grandi avec un film qui m'a vraiment marqué enfant et dont je t'avais parlé lors de notre entretien, notre premier entretien. C'est Kirikou, en fait, c'est un film très important pour moi. D'ailleurs, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, Michel Oslo. Et je me souviens d'une chose qui m'avait profondément marqué dans Kirikou, c'est que la sorcière, à la fin, elle a sa rédemption. Elle a cette espèce de paix qu'on peut lui offrir. Et quand je vois Yaba, moi, je suis bouleversé. Moi, il y a un truc que j'ai pris des notes après le film, en fait, ce que je fais pas souvent. Hein. Et j'ai écrit un truc un peu... J'ai écrit Triste douceur, en fait, parce que c'est un film qui est doux, qui est profondément doux, qui a des cadres doux, en fait, qui a cette espèce d'aridité de ce vide, de grand rien, en fait, parce que les arbres même sont plantés là, mais on a l'impression que ces arbres-là sont là depuis des années, ce sont les géants, en fait, immortels de ces paysages-là et qui resteront toujours là, mais qui ne sont pas vivants, en fait. On dirait des morts. Voilà, on dirait qu'on est dans une mer de morts. Et on a ces enfants qui déambulent dans ces lieux-là. Déjà, ça, c'est marquant, quoi. Mais c'est comme dans Yélène, en fait. Yélène, ça se termine quand même dans le désert avec ces deux boules qui apparaissent, qui sont le résultat d'un affrontement entre père et fils, qui traite un peu des mêmes problématiques, sauf que là, on parle vraiment de la sorcellerie dans Yélène. Hein. On va à fond dans la sorcellerie, dans le folklore. Et ce qui est intéressant dans Yélène, c'est que dans Yaba, pardon, c'est que on n'a aucune démonstration du caractère de sorcière de Yaba. On ne voit jamais.
il n'y a aucun élément fantaisiste. C'est totalement cartésien, entre guillemets. Hein. Pas tellement cartésien, mais c'est terre à terre. Voilà. Et l'évolution du personnage est assez intéressante parce que dans toute ouverture du film, elle ne parle jamais. Et la première phrase qu'elle dit, je crois que c'est au gamin, je ne sais plus ce qu'elle dit, elle dit un truc à propos de... Je sais plus ce qu'elle dit, mais elle dit un truc mais tellement beau, tellement... Il y a quand même des phrases dans ce film, il y a des dialogues. Et pourtant, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a un grand attachement au dialogue dans les films parce que je suis plus attaché à l'image. Mais c'est bien aussi quand le dialogue a un tutoie l'image, quand elle se raccroche. Et je trouve qu'il y a des phrases, par exemple, il y a des phrases qui reviennent comme « Même s'il est impuissant, c'est son mari », des choses du genre ne la juge pas, elle a ses raisons. Ces choses-là, c'est tellement beau, je ne sais pas, par exemple, c'est la première fois que l'on m'appelle grand-mère, donc je suis heureuse. C'est ce que dit Abba à un moment avec l'enfant. Moi, c'est des choses qui me bouleversent, en fait, parce que c'est un conte. C'est un conte, et j'aime le conte au cinéma, j'aime les contes de cinéma. Et en fait, je pense que le conte arrive à mélanger la candeur de l'esprit enfantin avec la gravité du monde de l'adulte. Et il y avait ça dans Kirikou, de toute façon, c'était pour ça que le film était extrêmement réussi, je pense. Et le film, là, il y arrive totalement, parce qu'il y a quand même des séquences, moi, quand j'ai vu, qui m'ont profondément marqué, notamment la brutalité des hommes dans le film, la brutalité des femmes aussi, envers les autres femmes, et la brutalité des enfants, parce qu'il y a quand même une scène où il y a des enfants un plan très long, où il y a les enfants qui lancent des pierres, qui essayent de toucher Yahaba, et Yahaba est touchée, mais elle reste silencieuse, elle met juste sa main sur la tête, elle s'en va comme une ombre vers l'horizon. Moi, c'est un plan qui me bouleverse. Il y a un autre plan, moi, dans ce film, une autre image que je trouve formidable, c'est ce plan de cette femme assise dans un coin. C'est cette femme qui trompe son mari, qui est alcoolique, avec un autre homme. D'ailleurs, le traitement de ce couple-là est magnifique. Et il y a ce plan où elle est assise dans l'ombre. Il y a il y a la lumière qui est vers la porte. En fait, elle se lève, elle s'est engueulée avec son mari. Et elle attend, et après elle va du coup rejoindre son amant. Et je trouve ce plan assez magnifique. Moi, ça me provoque beaucoup d'émotions. La musique est très belle. Cette musique flottante, très artificielle aussi. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Donc, Triste douceur, moi, je pense que c'est le meilleur qualificatif pour ce film. Moi, c'est un film qui m'a vraiment bouleversé. Plus j'y pense, plus il me bouleverse. J'arrive pas à pleurer, en fait, devant ce film. Parce qu'il y a quelque chose qui me retient. Parce que les pleurs aussi sont accompagnés par une forme de réjouissance. Enfin, moi, quand je pleure au cinéma, je me dis aussi, il y a un espoir. Il y a un espoir à la fin de ce film. Il y a un espoir parce qu'il y a le regard de l'oncle vers les enfants qui jouent. Mais il y a toujours cette espèce de noirceur qui reste, cette tristesse, parce que quand même ce plan où on voit le cadavre de Yahaba sous l'arbre, c'est quelque chose, quoi. Cette mort, c'est quelque chose quand l'enfant pense que Yahaba s'endort, elle touche le corps, et le corps, pom, il s'effondre. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez bouleversant, quoi. Vraiment, je suis comme Valérian, je suis un peu tétanisé, quoi. Vraiment par le film. Je suis tétanisé. Ouais. Avec un final qui peut-être nous promet un hors-champ peut-être plus je sais pas, quelque chose. Voilà, c'est intéressant de savoir ce qui pourrait se passer en hors-champ. Oui, absolument. Mais tu vois, l'histoire ne se termine pas. C'est ce qui était dit. Il y a un avant et un après du plan. On voit ces enfants partir, mais on sait qu'ils vont aller plus loin quand le film sera terminé. C'est pas ça s'arrête et l'histoire s'arrête et les personnages s'arrêtent. Non, il nous fait sentir que il y avait avant que la caméra commence à tourner le premier plan et il y aura après. Et c'est en cela que moi j'avais vraiment l'impression des fois d'être dans j'allais dire un documentaire. Il y a quand même des moments de vie de village, de fête de village qui sont. Moi j'avais pas l'impression d'être devant une fiction, mais totalement. Je sais pas quelle est la part, tu vois, pour le coup. Le film met le doute, mais totalement. Et j'ai trouvé ça pour le coup fascinant.
la part fiction est très compliquée à distinguer d'une part d'une vie tout à fait normale de village. C'est ça qui rend intéressant dans un film en général. Hein, c'est de voir que la manière de regarder du cinéaste ou de la cinéaste n'est pas limitée par le genre qu'il questionne. Et ça, je trouve assez c'est en cela intéressant. Que tu disais dans ton introduction que pour de l'éducation à l'image, ce film est très très bon. Oui. Ce film est très très bon. Hein. Il pourrait parler aux enfants, hein, ce film, je pense. Comme Kirikou d'ailleurs, parce que Kirikou, c'était pareil. Moi, je crois que quand je l'ai vu, et quand j'ai vu Azur et Asmar aussi, c'est un film qui a été très porteur, parce que je pense que c'est un film qui peut être montré à n'importe quel enfant, parce qu'il y a cette espèce d'image document. Au-delà d'image documentaire, il y a l'image document, parce que c'est un film d'animation. Tu peux pas faire plus faux qu'un film d'animation, puisque tout est faux. Hein, vraiment, on part du factice total. Il n'y a pas de caméra. La caméra elle-même est factice dans un film d'animation. Et pourtant, il y a cette espèce de gravité, de sincérité et surtout de dureté de l'image qui reste, quoi. C'est vraiment... moi, je me souviens, le moment de l'épine, par exemple, dans Kirikou, moi, m'a fait beaucoup penser au moment de la mort de Yahaba, en fait. Hein. Cette espèce de souffrance quand elle crie, enfin, délivrance aussi, mais par la souffrance, c'est quand même quelque chose d'assez fort, quoi. Vraiment. Puis en plus, hier, on en parlait dans l'émission qu'on a enregistrée, Samir. Je disais souvent que l'image, elle est... Enfin, le cinéma, on ne peut pas trouver de vérité dans le cinéma, parce que de vérité matérielle, parce que le cinéma part du faux. Le cinéma est toujours faux, en fait. Que ça soit un documentaire, d'ailleurs. C'est un truc qui m'énerve quand on me dit ah, mais il ne faut pas faire de faux documentaires dans le cinéma de fiction, parce que de toute façon, le documentaire, c'est la réalité, et il ne faut pas faire de fausses réalités. Mais le truc, c'est que le documentaire lui-même est faux. Parce que quand tu as la caméra, c'est le prolongement de l'œil humain. C'est le regard. Donc forcément, quand tu fais un cadrage, tu dis quelque chose déjà d'avance, donc tu mens. Tu mens malgré toi, puisque tu as ton regard. Chaque regard est une part de mensonge. Et pourtant, c'est comme ça qu'on va créer de la vérité. Et le film, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a cette espèce de distance qui arrive à créer de la vérité dans Yahaba, je trouve. Voilà. Et je trouve que c'est une très 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 belle transition avec le prochain film. Le côté mensonger, la vérité, le regard, qu'est-ce que raconter une histoire, qu'est-ce que c'est que raconter quelque chose, et puis ce qu'on raconte, comment l'autre visualise ce qui a été raconté. Et Yahaba, pour revenir à Yahaba, le film donc est encore, je pense, accessible dans Paris et dans quelques salles en France. Vous pouvez le trouver en DVD aussi, et puis dans d'autres circuits alternatifs, pour ne pas trop préciser la situation. Le second film, c'est The Last Duel. Alors, exceptionnellement, et je m'en excuse, je n'ai malheureusement pas pu voir le film, donc ce sera plutôt un dialogue entre Valérian et Nicolas. Mais bon, ça m'intéresse quand même enfin, je suis très, très, très intéressé par ce que vous en avez pensé. Le film est sorti le 13 octobre, ce qui, comme d'habitude, fait que Parole a toujours été en retard. Mais en même temps, être en retard, ça veut dire que c'est bien aussi. Ça veut dire qu'on est on est très vivant, en fait. On est Nous ne sommes pas des lapins blancs. Exactement. Donc, c'est Valérian qui va commencer à en parler. Samir, étant donné que tu ne l'as pas vu, ça ne te dérange pas qu'on va en parler sous toutes les coutures? Alors, tu sais quoi? Moi, j'ai toujours dit... Je pose la question comme ça. Alors, je pensais que tu savais, mais je vais quand même le répéter. J'en ai strictement rien à faire de ce qu'on appelle le spoilage ou le spoil ou... m'en fous. Moi, c'est plutôt c'est plutôt moi la manière qu'il a de mettre en scène qui m'intéresse. Et ça, c'est ce que je regarde. Donc, non, je m'en fous complètement. Mais je connais. On est dans un cas de figure où. Mais je connais l'histoire. Hein. Je n'ai pas attendu Ridley Scott pour. Enfin, je connais bien. Oui, bien sûr. Donc, je vous écoute. Valérian, à toi. Alors, moi, je vais rapidement dire un peu l'idée du film. C'est un procès entre deux hommes. L'un dit que son ami a violé sa femme et l'autre le nie totalement. Et il va y avoir un duel, dernier duel officiel regardé par le roi, regardé par une population assez importante. Mais avant qu'arrive ce fameux duel qui sera la fin du film, on a le point de vue de chacun des personnages, donc le point de vue
Jean de Carouge, le point de vue de Jacques Legris et aussi le point de vue de la victime, de la femme de Jean Carouge, qui est Marguerite de Toubeville, je crois. Et donc, ces 3 personnages vont narrer pendant 2h30, je crois vraiment, une grosse partie va être dédiée à leur perception des événements avant et après le viol. Et on va en constater, bien sûr, des petites différences dans le parler, dans les gestes et aussi, bien sûr, dans la mise en scène. Voilà, donc ça c'est l'idée générale du film. Moi j'ai été en même temps tout à fait ravi de retrouver le Ridley Scott misanthrope qu'on suit depuis presque 10 ans en série avec Raised by the Wolves et en film avec Tout l'argent du monde et ce dernier film, The Last Duel. Et en même temps, un petit peu surpris qu'ils se permettent parce que c'est pas vraiment le style à faire un récit pareil, la structure dans le scénario. C'est très étonnant. C'est pour ça aussi que moi, j'ai trouvé que c'était réjouissant qu'ils se mettent un petit peu en danger scénaristiquement. Mais c'est quelqu'un qui est toujours... il le disait en interview, que c'est toujours quelqu'un qui est intéressé, qui suit les scénarios, qui... n'est pas là pour comment dire, faire de mise en scène matu vu, tout ça, mais il est toujours très proche de ses récits. Lui, ce qu'il veut, c'est une bonne histoire. Et je pense qu'au vu aussi des événements qui grondent dans notre monde actuellement, c'était une occasion d'en parler, c'était aussi une occasion de revenir à ce qu'il sait très très bien faire, c'est-à-dire nous mettre dans un univers, dans un monde voilà, qu'il a déjà exploré dans des films précédents, avec là ses compagnons, ses compagnons de toujours, le chef d'écho Arthur Max, que moi je trouve ce mec, il met en perspective un univers, mais d'une façon, moi je suis très très fan de son travail, on est vraiment dedans. Ça il y a quelque chose, même s'il y a des historiens qui disent oui, cette armure elle date de machin, mais c'est pas, voilà. Les médiévistes, oh là là, ils font chier les médiévistes. Voilà, c'est ça. Mais moi j'étais très rapidement dedans. C'est de la vie de château. C'était pas du tout un film d'action comme on nous vend dans la bande-annonce, non, c'est de la vie de château, des intrigues politiques, des intrigues de cour, des intrigues de gens, des petits des petits complots personnels, des petites opportunités qu'on veut s'octroyer, mais finalement qui amènent à des problèmes plus graves. On voit aussi que ce sont des gens pour la plupart très reclus. Et toute cette ambiance, en fait, me fait un petit peu fasciner le film et je le ressens vraiment totalement dans la continuité de son envie de tordre, de casser l'âme humaine, de montrer comment on n'a aucune chance, en fait, de rédemption, nous, les humains. C'est pour ça qu'il préfère filmer les robots. mais on voit très clairement que lui, il a beaucoup de rancœur envers notre façon de nous comporter, envers tout notre enjeu de pouvoir qui finalement nous aveugle sur ce qui est le plus important. Et en cela, moi, je trouve que le film, il est très réussi. Alors, il est très noir. Hein, on n'est pas très joyeux en sortant du film, mais c'est tout à fait un constat avec lequel moi je suis plutôt celui qui voit le verre à moitié vide. Hein. Donc moi je suis tout à fait, je suis Ridley Scott dans sa démarche et je comprends, c'est peut-être le plus important parce que des gens qui lui reprochent ça, mais je comprends totalement sa démarche et son envie de faire du mal à l'écran aux êtres humains qui sont quand même les personnages principaux de ces films. Avant que Nico prenne la parole, il y a une question que j'aimerais même vous poser, parce que je crois que Valérian, tu l'as évoqué, mais très légèrement. Est-ce que la mise en scène,
diffèrent selon les 3 points de vue. Absolument. Juste, je donne un petit exemple tout simple et après je te passe la main, Nico. Oui, tu as Jacques Legris qui va rentrer dans le château où il y a Marguerite. Quand on est du côté de Jacques Legris, on est à l'extérieur. La caméra est à l'extérieur et il est en train de voir. Pardon, Valérian, Jacques Legris est joué par Adam Driver. D'accord. Voilà, donc c'est celui qui va violer Marguerite. Et il s'entretient avec son ami, avec son allié pour pouvoir entrer dans le château, pour créer une petite manigance, pour pouvoir passer la porte. Et on est à l'extérieur. Bon. Mais quand on est du côté de Marguerite, eh bien sûr, Marguerite, elle est dans le château, elle se crée aussi un petit cocon. Donc on est bien sûr dans ce cocon, on est à l'intérieur de la pièce quand elle l'ouvre l'espèce de petite fenêtre pour voir qui c'est à l'extérieur. Donc des questions de point de vue dans la mise en scène pour appuyer des regards et bien sûr beaucoup plus ressentir l'effet de rentrée de la part de Jacques Legris et l'effet d'invasion de son espace personnel de la part de Marguerite. Ça, c'est un tout petit exemple. Mais il y a d'autres exemples, le rythme de montage, la façon dont il va suivre les personnages qui foisonnent entre les 3 versions. Surtout quand les scènes sont communes aux 3. Ça, c'est des scènes qui sont communes aux 3. Nico, je t'en prie. Alors, il y aura une question que je vous poserai à tous les deux à la fin des propos de Nico. Écoute, tu as pris un très bel exemple en plus parce qu'il y a eu des reproches qui ont été faits envers le film que justement la mise en scène ne différait jamais selon les points de vue. Mais en fait, les gens, je pense que c'est parce que peut-être la mise en scène est trop fine. Il y a un truc, il y a beaucoup de gens qui reprochent à Ridley Scott d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine. Je suis plutôt d'accord avec ça. C'est pas quelqu'un de toujours très fin, Ridley Scott, en termes de propos, mais en termes de mise en scène, c'est pas le cas. Parce qu'effectivement, disons que, comme le disait Valérian, le film reprend la structure Rashomon, en fait. Voilà, la fameuse structure déstructurée. Narrative qui joue sur les points de vue. Ce qui est une première, comme le dit Valérian, parce que effectivement, Ridley Scott, depuis des années, il a plutôt travaillé sur une structure narrative qui est purement linéaire. Voilà. Et là, c'est intéressant parce que lui, il choisit là de vraiment jouer avec les points de vue, les différents points de vue, et jouer avec le temps. Il y avait bien Cartel qui jouait avec les points de vue qui différaient selon les pays. Mais qui restait tout de même linéaire. Voilà, il y avait le temps resté purement linéaire. Là, c'est pas le cas. Et moi, c'est un secret pour personne. Moi, j'aime énormément le travail de Ridley Scott. Je crois que c'est un des rares cinéastes sur lequel j'adhère à peu près à tous les films. C'est-à-dire que je n'ai pas encore tout vu, il m'en reste 3 à voir. Mais je crois qu'il y a une forme de... Disons que c'est un cinéaste qui a tellement développé une cohérence stylistique et thématique et évolutive, c'est-à-dire qu'il n'est jamais resté dans un style, en fait. Il s'est toujours renouvelé, même quand il est passé, parce qu'il y a toujours cette espèce de préoccupation qui est liée aux cinéastes des postes pré-année 2000, qui passent au numérique, et comment est-ce que les cinéastes vont s'emparer du numérique. Tony Scott, son frère, avait fait un sacré boulot, Spielberg aussi, plein d'autres cinéastes se sont très bien emparés de l'objet. D'autres moins, comme De Palma ou encore Carpenter. Et ce qui est passionnant avec Ridley Scott, c'est que il a effectivement développé cette espèce d'obsession très misanthrope qui avait tout de même déjà avant dans son cinéma, parce que plus je revois Blade Runner, plus je revois ce film, plus je me dis tout de même, Rick Deckard, c'est pas le véritable protagoniste. C'est Roy Beatty qui vole tout à l'écran. Et plus je revois le film, plus je revois Blade Runner, plus je me rends compte que l'intensité dramatique se concentre sur la mort des répliquants. C'est-à-dire que dès que les répliquants meurent, nous, on pleure, en fait. On est vraiment touché par cette mort. Notamment, il y a une séquence qui, moi, me marque de plus en plus. C'est le moment où Roy Beatty s'effondre devant Priest, le cadavre de Priest, qui l'embrasse pour lui offrir de la dignité, qui lui remet la langue dans sa bouche, et ensuite pleure. Et crie Priest, Priest, Priest. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez fort.
Et c'est intéressant parce qu'effectivement, maintenant, il n'aime que filmer des robots au point où les personnages dans le film, dans The Last Duel, sont des purs archétypes, en fait. C'est-à-dire que Jean de Carouge, c'est pas un bon gars, hein, pas du tout. C'est-à-dire que physiquement, et beaucoup de gens se moquaient de ce visuel, physiquement, disons que il a un petit peu il a le physique de ses idées, de son comportement. Il a une espèce de grosse balafre sur le côté qui est là et qui vraiment représente son espèce de caractère de bourrin, de gros bourrin, et que ça soit il est autant bourrin sur le champ de bataille que bourrin dans la vie avec sa femme. Parce qu'en fait, disons que le premier point de vue de Jean de Carouge, il est très, il se voit comme un gars super cool qui veut défendre sa femme, et sa femme, elle le suit totalement dedans, que c'est un gars loyal, que c'est pas du tout quelqu'un qui est jaloux, que c'est quelqu'un qui vit une injustice totale. Le point de vue de Jacques Legris, bah, c'est le belâtre qui joue avec les femmes, qui pense que c'est un jeu. D'ailleurs, Valérie a totalement raison là-dessus, c'est que la scène de viol du point de vue de Jacques Legris, donc Adam Driver, c'est limite, il joue avec elle. Hein. Alors, on entend des petits cris, des couinements de la part de Marguerite. Qui diffèrent dans l'autre version en plus. Voilà. Il s'amuse au son aussi. Tout à fait. Et ça, c'est un truc de dingue. Et les gens ne l'ont pas remarqué à première vue parce qu'il y a eu un reproche, effectivement, comme quoi la scène de viol a sonné par 2 fois, et la même. Mais c'est faux. C'est faux parce que il y a un truc tout con. La scène de la table. Tu vois de quoi je parle, le Valérian? Quand il oui. de la table, la caméra est du point de vue de Jacques Legris. Et c'est un travelling, je crois, je sais plus, c'est un travelling qui tourne autour de la table. Je sais plus si c'est ça, mais en tout cas, la caméra est en bas. Elle est en contre-plongée, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, la caméra fait en sorte que tout est du point de vue, et on dirait un jeu entre 2 gosses. Vraiment, on dirait deux Et elle gamins. dure plus longtemps aussi. Elle dure plus sur la durée, en fait, il modifie les durées en fonction des perceptions. Absolument, tu as raison. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'en plus de prendre la structure Rashomon, il n'en fait pas quelque chose d'artificiel. C'est-à-dire que c'est un véritable élément de propos. Et un truc qui a énervé beaucoup de gens, c'est que Ridley Scott choisit de dire la vérité. Dire le point de vue Marguerite, c'est la vérité. Il y a plein de gens qui sont énervés par rapport à ça parce que... Enfin, ça, c'est juste le carton qui nous le dit. Voilà. C'est juste le carton qui nous le dit. Moi, je me dis, oui, mais alors si les filles disent de la merde, pourquoi elle ne pourrait pas en dire aussi, tu vois? Mais oui, c'est là où... Est-ce que vraiment Ridley Scott nous dit que c'est la vérité? Ou est-ce que c'est le carton qui nous dit que c'est la vérité? Dans ce cas-là, que c'est le cinéma qui nous dit que c'est la vérité. On ne sait pas. Et j'ai un ami qui me disait, ça trahit totalement le procédé. Voilà, du film, qui était de créer de l'objectivité, en fait, de créer de la neutralité. Mais je trouve que quand même si c'est pas neutre, imaginons que c'est pas neutre, imaginons que la séquence avec Marguerite n'est pas neutre, bah, ça n'enlève rien que la finalité du film est neutre. Parce que la finalité du film est profondément alarmante. C'est-à-dire que, pour te dire, Samir, la fin, c'est une séquence qui est la seule vraiment lumineuse, en fait, la seule scène lumineuse du film, mais elle est profondément triste et alarmante. C'est-à-dire que c'est Marguerite qui a donc obtenu justice, mais qui est seule, assis à un arbre avec son gamin, mais elle est seule. Et ensuite, tu as une phrase qui dit Marguerite perdra son mari très tôt, elle finira ses jours seule, en fait. Mais moi, j'ai une question à vous poser par rapport à cela. Si j'ai bien compris la structure et la configuration, donc ces 3 personnages qui donnent leur point de vue, qui racontent leur histoire, et donc ce qui est intéressant, c'est de savoir que on écoute aussi la voix de la victime. Vous allez me dire, en 2021, heureusement. Mais c'est intéressant de savoir qu'on l'écoute, cette voix. Mais au final, qu'elle dise le tout ou son contraire, cette solution se réglera entre 2 hommes. Voilà. Oui. Et elle en témoin, au milieu et de donc, la place. il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette configuration-là. Absolument. Encore une fois,
aller au Moyen-Âge, c'est aussi montrer toutes les folies de l'Église et la misanthropie de Ridley Scott, elle gambade dans les prés parce que c'est un endroit parfait pour montrer des absurdités où les hommes règlent les problèmes entre eux avec un duel à mort et ça s'arrête là. Et la femme est encore prise comme objet de trophée. Hein, parce que c'est quasi ça. Et enfin, je ne sais pas comment ça se réglait vraiment à l'époque, mais je suppose que ça ne devait pas être très loin de ça, quoi. C'est extrêmement virulent ce qui dresse comme portrait. C'est aussi virulent que... Moi, c'est un truc qui m'a vraiment un peu... Parce que là, tu disais, Nico, l'éléphant qui arrive comme ça et qui balaye tout sur son passage. Moi, je pense à la scène avec la jument. Ah oui. C'est quand même une scène qui est terrible. Jean de Carouge a fait l'acquisition d'un beau cheval et tout ça pour avoir des chevaux de meilleure race, on va dire. Et tout d'un coup, il y a un cheval de paysan qui arrive comme ça qui passe la barrière et qui commence à faire ses affaires avec la jument qui avait été dédiée pour certains accouplements. Et du coup, Matt Damon, il est complètement fou. Il dit non, mais surtout pas. C'est littéralement le péon qui s'acoquine avec la princesse, quoi. Donc lui, il prend une pelle, il commence à taper sur le cheval. Et bon, c'est assez violent quand on aime les animaux. Et juste après, c'est ça qui est terrible, c'est que juste après, il y a une scène où il y a Jean de Carouge qui s'occupe de sa femme, mais comme un animal. Et cette violence, en fait, là, pour moi, c'est vraiment une violence où on montrait que l'humain n'est pas... Enfin, il n'y a aucun moyen de lui pardonner ses fautes et que ça soit même... le regard de l'homme vis-à-vis de la femme et aussi les institutions qui n'en ont juste rien à foutre et qui gardent un petit peu leur morale pour faire du spectacle auprès du roi qui lui ne demande que ça. Enfin, il y a aucun pardon de la part de Ridley Scott. Hein. Non, au point que quand le cadavre d'Adam Driver est traîné, c'est une image qui est assez désolante. Quoi. C'est un truc qu'on faisait à l'époque. Hein. C'est un truc qu'on faisait à l'époque, tu sais, c'est les cadavres des voleurs, des violeurs, etc. On les traînait, on les humiliait, même quand ils étaient morts. Quoi. C'est pour dire. Et en plus, c'est intéressant parce que c'est un Moyen-Âge qui n'est pas forcément sombre qui nous est montré. Contrairement à ce que pouvait démontrer la bande-annonce, en fait, c'est le bas Moyen-Âge. Donc, on est à la fin. On est vraiment à la fin du Moyen-Âge. On commence à entrer dans la Renaissance. Et moi, ça m'a fait beaucoup penser à ce film formidable qui s'appelle Les Diables de Ken Russell, où dans Les Diables de Ken Russell, en fait, on te montre l'hypocrisie de la représentation sombre du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qui va être sombre, c'est l'après-Moyen-Âge. C'est pas le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, il y avait énormément de progrès techniques, même de pensée. C'est surtout la Renaissance qui s'est drapée d'une espèce d'idée de renaissance et de progrès des idées. Mais en vérité, non, pas du tout. C'est une dégringolade totale en termes d'idéologie et c'est la preuve avec ce dernier duel judiciaire qui est un truc totalement régressif, quoi. C'est en termes c'est des pulsions, c'est l'expression des pulsions. Et c'est intéressant parce que le film n'est pas... L'intelligence du film, contrairement à beaucoup de films américains qui ont tendance à être un peu nuls là-dessus, c'est pas un film qui s'inscrit uniquement dans l'ère MeToo. C'est-à-dire que c'est un film aussi qui parle des luttes sociales. Et il mêle les deux. Et de toute façon, c'est pas nouveau que Ridley Scott aborde ça, parce que Ridley Scott est un cinéaste de la femme aussi. Tous ces films, il y a toujours un truc en lien avec les femmes et comment les hommes, justement, et quand la femme n'est pas là, les hommes se détruisent quand même. C'est-à-dire que c'est ça. Les hommes sont voués à se détruire, les êtres humains. Et il y a un truc qui m'a un peu frappé dans le film, c'est que, si tu veux, Samir, et le segment avec Marguerite, tu as carrément Adam Driver qui est filmé comme le xénomorphe. Voilà, tu as carrément Adam Driver qui, quand il Pourrais-tu expliquer pour celles et ceux qui ne connaissent pas donc, Alors, le xénomorphe, comme j'ouvre une parenthèse, vous aviez évoqué Rashomon. Rashomon est un film réalisé par Akira Kurosawa. Ah oui.
au cas où on ne le saurait pas. Voilà, c'est toujours très bien de... Et sublime film qui ressort bientôt chez Potemkin d'ailleurs. Et en fait, donc, les xénomorphes est une créature qui est issue du deuxième film de Ridley Scott qui s'appelle Alien. Donc, tout le monde connaît Alien, je pense. Et l'alien, dans le film de Ridley Scott, est en fait la métaphore du violeur. C'est assez évident, puisque en plus, les premiers croquis de Giger, qui est le designer de l'alien, qui est un peintre à la base, qui est un artiste peintre, l'avait dessiné avec une langue qui représentait un pénis. C'était ça, à la base. Maintenant, dans le film, ils ont troqué ça avec une langue, avec une bouche. Et c'est intéressant parce que dans The Last Duel, tu as Adam Driver qui est filmé comme une espèce de créature filiforme, parce que c'est ça, c'est l'image quand même qui reste de l'alien, c'est pas l'agglomérat d'aliens dans la suite de Cameron, c'est surtout cette créature qui avance dans des couloirs sombres et qui est grande et qui fait peur et qui est vraiment fine. Et c'est un peu ça. Quand il monte les escaliers, par exemple, dans la version Marguerite, on a l'impression de voir le xénomorphe, de voir l'alien. Et il y a un autre truc qui est intéressant aussi, c'est que littéralement, Scott choisit aussi de filmer Jean de Carouge à la fin, comme le xénomorphe, quand il va littéralement violer Adam Driver, Jacques Legris, quand il le tue. C'est-à-dire que c'est le poignard qui quand il tue, quand il abat en fait, Jacques Legris, il le viole en fait. C'est-à-dire que il sort son poignard, il fait une fellation en fait. C'est-à-dire qu'il lui ouvre, il transperce la bouche de Jacques Legris. Et là, c'est terrifiant quoi. C'est vraiment, il nous représente le viol masculin aussi. Il nous représente les êtres humains comme la métaphore de la bestialité. Et qu'est-ce qu'est la bestialité chez Ridley Scott? C'est avant tout le xénomorphe. Et c'est là où c'est passionnant, quoi. Là, c'est passionnant parce que, effectivement, je crois que Ridley Scott n'est jamais revenu d'Alien, en fait. Et c'est de plus en plus évident quand je lis actuellement le bouquin formidable qui est édité chez ta chaîne de Rinzler. Je ne sais plus si c'est ta chaîne. De Rinzler qui revient sur la création du film. Et j'ai l'impression que c'est quand même un film, au point que Ridley Scott est revenu vers Alien avec Prometheus et Alien Covenant, qui au-delà des considérations de qualité, etc., c'est quand même des films importants, parce que l'idée de revenir avec autant de temps vers quelque chose de si important, c'est qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il veut dire, il a quelque chose à dire de toute façon, contrairement à ce que j'ai pu entendre à propos de ces deux films. C'est des films qui s'inscrivent dans une cohérence de propos chez Ridley Scott. Et tous les films depuis 10 ans de Ridley Scott, ils parlent de ça en fait. Ils parlent de ce retour vers Alien, au point où même Blade Runner, par exemple, le dernier plan de Cartel, c'est Blade Runner. C'est-à-dire qu'on balance Jennifer Lopez dans une décharge, quoi. Sachant qu'un truc intéressant, Blade Runner devait s'ouvrir sur une décharge. C'était la première séquence qui était scénarisée par David Boyd Peoples, qui est un truc qui a été abandonné. Ça devait s'ouvrir, en fait, Blade Runner sur une décharge de répliquants. Donc, il y a toujours ce truc de... C'est incroyable, cette façon qu'il a, quand même, de mélanger la science-fiction, enfin, les thématiques de science-fiction qu'il avait développées, avec la réalité, avec le film historique. Depuis quelques années. Pareil, Exodus, on peut voir beaucoup de choses, beaucoup d'images qui reviennent de son cinéma qui précède ces œuvres-là. Et c'est ça qui est passionnant. Parce que, en plus, ce qui est génial quand même avec Ridley Scott actuellement, c'est qu'il est toujours dans ce truc où, émotionnellement, il est au plus bas, quoi. Il se remet pas de la mort de Tony Scott. Il s'en remettra jamais, je pense. Alors ça, oui, mais pardon. J'allais dire, c'est aussi un autre. Là, tu orientes le débat vers deux sujets de conversation passionnants, mais qu'on ne pourra pas malheureusement développer. Mais je vais quand même te laisser finir. Je te laisse finir quand même. C'était pour juste. Et effectivement, quand tu vois Last Duel, c'est quand même aussi un fratricide. Parce que c'est deux amis qui vont se... Parce qu'en fait, si tu veux, on l'a pas évoqué, mais le film s'ouvre donc sur le sac de Limoges. D'ailleurs, ça fait rigoler la salle au moment où le film était montré, parce que j'habite à Limoges, donc ça nous a fait bien rire. Et en plus, ils disent Limoges.
puisque avec le magnifique accent anglais. Et c'est intéressant parce que lors du sac de Limoges, donc c'est en fait Jacques Legris qui alors je sais plus si c'est lui qui sauve ou c'est lui qui est sauvé. C'est lui qui sauve, hein, c'est ça? Qui sauve. J'ai pas vu le film, il serait logique que ce soit le mec qui meurt à la fin qui sauve celui qui va le tuer à la fin. J'ai l'impression qu'il y a justement entre les deux perceptions un petit litige à ce niveau-là aussi. Oui, il y a un litige aussi là-dessus, tu as raison. Mais voilà, c'est quand même deux frères en fait dans le film. C'est deux frères qui vont se massacrer pour des raisons de pouvoir. Et c'est très fort, quoi. Et c'est Exodus, hein, c'est Exodus. Dans Exodus, c'est des questions de pouvoir. Et, on va arrêter là, et j'en suis désolé. J'invite simplement... désolé, j'ai un peu monopolisé la parole, mais quand tu mens sur Ridley Scott, c'est... Mais pas du tout, il n'y a aucun souci, c'est parce que nous avons un troisième film, et que nous essayons, dans cette émission Parole, de faire en sorte de pouvoir avoir à peu près une vingtaine de minutes pour chaque film. Bon, The Last Duel, ça sortait un peu plus du lot, faut le dire, parce que c'est un film qui est actuel, donc c'est tout à fait logique. Et juste préciser que tu parlais de monstruosité, il y a un très beau bouquin qui est sorti l'année dernière aux Impressions Nouvelles de Jean-Claude Martins qui s'appelle La philosophie du monstrueux, si je ne me trompe pas, et que je vous invite à lire, c'est particulièrement intéressant. Dernier film, oui, pardon, excuse-moi. Samir, j'ai hâte que Jean-Claude Martins parle justement de The Last Duel parce que je pense qu'il a des choses à dire dessus. Hein. On pourrait même lui envoyer un mail. On aurait dû l'inviter d'ailleurs à cette émission. Je suis persuadé qu'il aurait dit oui. Mais ça, c'est peut-être à réfléchir. Pourquoi pas pour une émission spéciale Ridley Scott avec Jean-Claude Martins. Dernier film, et non des moindres, Soy Cuba, film de 64, Mikhail Kalatazov. C'était un cinéaste qui avait fait surtout Quand passent les cigognes, qui avait reçu le prix suprême au Festival de Cannes, la Palme d'Or, c'était en 58 si je me trompe pas. Et c'est à toi, Nico. Vas-y, je t'en prie. Parle-en. Le film est sorti récemment et j'en profite pour remercier Thierry Vidot, grâce à lui, qui nous a aidé à concevoir cette émission, surtout pour parler de Soy Cuba. Merci Thierry. Super. Je t'en prie. Et d'ailleurs, par rapport à ça, achetez l'édition Soy Cuba de Potemkin, sachant qu'il y a toujours un truc quand même qu'il faut dire chez Potemkin, c'est que c'est les meilleurs éditeurs de films russes actuellement. Et en plus, dans beaucoup d'éditions de films russes Potemkin, on a la chance d'avoir Eugénie Zvonkin qui parle des films. Et il faut quand même souligner que Eugénie Zvonkin est une personne passionnante. Voilà. Donc je voulais dire ça. Et donc Soy Cuba, qu'est-ce que c'est? C'est un film qui retrace, qui est fait par Kalatozov, qui est un très grand cinéaste. Alors moi j'ai vu que Soy Cuba pour l'instant, mais les autres films me font de l'œil. Et donc Soy Cuba raconte la chute du régime capitaliste de Cuba avant l'arrivée des communistes, donc Fidel Castro. De Fidel Castro et du Che. Et donc le film est intéressant puisque c'est un film à sketch, donc fragmenté en 4 histoires, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ouais, c'est 4 histoires. Et ce qui est intéressant, c'est que Kalatozov, donc c'est un film qui a été fait à l'arrache, hein, avec des petites caméras. Enfin voilà, c'est un film qui est une démonstration technique assez folle, qui n'est pas que technique d'ailleurs. Et c'est un film qui a été totalement redécouvert, un peu dépoussiéré par Scorsese et Coppola. Et parce que c'est un film qui était oublié, qui a été retrouvé, qui a été censuré aussi, qui a beaucoup été censuré, effectivement. Et donc le film choisit de raconter cette arrivée, ce changement de Cuba, par le prisme du peuple, par le prisme des gens, et aussi par le prisme de Cuba qui parle elle-même. Parce que le film c'est Soy Cuba, donc je suis Cuba. Et le film s'ouvre donc sur une voix féminine, d'ailleurs c'est intéressant, Cuba qui parle et qui raconte l'histoire de son changement. Et c'est un très beau film, vraiment, moi, que j'aime beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait que alors il y a quelque chose qui revient continuellement, sans cesse, sur les réseaux sociaux. Il y a une séquence qu'on voit toujours la même, constamment, que ça soit sur Facebook, sur Twitter, enfin, la même, avec toujours ce commentaire. Mais comment ils ont fait? Comment il a fait? Parce que la caméra, c'est pas une caméra qui pèse
300 grammes, c'est des caméras qui doivent peser des dizaines de kilos. Et comment la caméra se lève comme ça, s'emporte, est aérienne, et puis qui passe d'une pièce à une autre, qui sont voilà comme ça. Et moi, enfin, en fait, ce film, dont je pense que la quasi-totalité de ceux qui l'ont vu le place dans les 5 meilleurs films de l'histoire du cinéma. Écoutez, moi, c'est un film que j'avais vu il y a quelques années de cela, et c'est un film extrêmement propagandiste, hein. C'est très drôle, oui, d'ailleurs. Parfois même, c'est une forme de propagande assez naïve, d'ailleurs, oui, et qui peut-être peut faire sourire en dessous. Mais on sent très vite aussi que Kalatazov n'est pas forcément le cinéaste extrêmement propagandiste comme l'ont été certains de ses confrères à l'époque. On sent que c'est pas bon, qu'il est là et qu'il doit en faire quelque chose de cela. Et d'ailleurs, il en fait quelque chose. Il en fait même beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a une inventivité formelle, technique. Et en fait, moi, le film est un film long, qui dure plus de 2h30, qui est passionnant, certes, à voir. Mais j'ai toujours eu j'ai toujours été pratiquement insensible à des œuvres cinématographiques dans lesquelles il y a quelque chose, il y a un aspect qui est beaucoup plus mis en évidence que les autres aspects. Par exemple, quand on dit, il y a des films extraordinaires dans lesquels on ne voit que le jeu de l'acteur ou de l'actrice, ça me gêne. Il y a des films où l'on voit le scénario se dématérialiser ou se démultiplier, ça me gêne. Et il y a des films où l'on ne voit que des inventivités formelles et qui sont bouleversantes, incroyables, et ça me gêne aussi. Parce que pour moi, la mise en scène, c'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, un tout, quoi. Et dans ce film-là, que je trouve passionnant, effectivement, ça me gêne aussi considérablement parce que je n'y vois malheureusement toujours que des exercices de style flamboyants, certes, où l'on voit une forme de... On voit un cinéaste, ou plutôt surtout un chef-op aidé d'un cinéaste qui pose 10 milliards de questions pour pouvoir faire le plan parfait ou la séquence parfaite. C'est ahurissant, c'est incroyable, mais je ne conchis pas sur ce film parce qu'il est propagandiste, parce que quand on le voit, on comprend très vite qu'ils s'en fichent éperdument de cela et qu'au contraire, il essaye de le... Eisenstein était parmi ceux-là, même s'il était... Enfin, il savait pas trop où il n'en savait pas trop où il se trouvait, mais bon, il a quand même fait un voyage aux États-Unis. Mais c'est très particulier, Eisenstein. Mais voilà, c'est pour ça que ce film, pour moi, finalement, je suis une sorte de spectateur assez froid devant tant de choses extraordinairement fascinantes. Comment ils ont fait? Ils l'ont pas fait, quoi. Il faut pas trop se poser la question. C'est pour ça que c'est un film que je recommande, effectivement, parce que ça aussi, comment dire, en fait, c'est marrant qu'un film comme ça ait extrêmement plu à Coppola, parce que Coppola a surtout, dans un premier temps, brillé par des mises en scène extrêmement classiques et élégantes en même temps. C'est vrai. Et c'est très passionnant de voir ça. Scorsese, je peux le comprendre parce que dans quelques-uns de ses films, il a beaucoup travaillé aussi sur les inventivités formelles. Et d'ailleurs, il vient d'un cinéma américain qui travaille beaucoup sur la forme, comme des Garnett, comme tout ça. Mais c'est passionnant, ça aussi. Voilà moi, mon ressenti, qui est un ressenti un peu bâtard, parce que je suis pas dans la dépréciation du film, au contraire. Mais je suis dans une position que j'ai toujours... extérieur, comment dire, je suis plus ou moins extérieur, je vois les choses, mais c'est pas trop mon trip cinématographique. Voilà, pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez, Valérian, par exemple. Moi, j'aurais une question pour Nico. Tu as parlé de films à sketch. Moi, j'aurais comme ça tendance plus facilement à dire film choral. Tu serais d'accord, ou pour toi, c'est la même chose? T'as raison là-dessus, parce que c'est vrai que... Voilà, parce que c'est pas seulement on a un sketch et après on passe à autre chose. J'ai l'impression que des fois ça revenait, que les personnages revenaient, donc du coup il y avait... Il y a une logique narrative, effectivement, avec les transitions, Kuba parle, t'as raison. On revenait sur le destin de certains personnages qu'on avait laissés quelques dizaines de... Surtout que c'est... Effectivement, t'as raison, parce que c'est intéressant, parce que la chorale, ça évoque la musique, ça évoque aussi l'opéra,
et c'est un film un peu opératique. Il a une forme d'opéra, en fait, en quatre actes en plus. Et tu as raison. Du coup, je te laisse donner ton avis. Ouais. Alors, c'est trop marrant que toi, Samir, tu parles de Coppola vis-à-vis d'un style classique, alors que moi, en fait, moi, ça me saute aux yeux que forcément, il ait découvert ce film et qu'il l'ait beaucoup aimé, puisque c'est à la fin des années 80. Et qu'est-ce qu'il a fait en 80, début 80, Coppola? Il a fait Coup de cœur. Et Coup de cœur, c'est quand même dans l'idée de plan long, dans l'idée de brasser tout d'un coup une ville entière. Début 80. Début 80, je crois, Coup de cœur. Ouais. Et il faudrait voir quand est-ce qu'il a découvert Kalatazov. Ça serait intéressant. Mais je pense que comment dire, l'impression, l'investissement qu'il a donné à Coup de cœur, ça l'a en quelque sorte un peu gardé sur les années 80 vis-à-vis justement de tous les effets techniques pour donner ces effets de comment a-t-il fait. Je trouve que ça se retrouve, du coup, je trouve il s'est reconnu finalement quand il a découvert Soy Cuba. Il s'est dit, oh, j'ai l'impression imagine que c'est presque. Moi, j'ai fait un film, mais il y a quelqu'un qui a fait pratiquement la même chose avant, des 10 ans, 20 ans avant. Et c'est très perturbant. Et du coup, c'est ça qui l'a, je pense, beaucoup animé quand il a découvert ce film et qu'il a voulu en faire, le sortir de l'ombre. Moi, c'est un film avec lequel j'ai eu du mal. Pas parce que je ne trouvais pas le pourquoi ou comment ils ont fait tel ou tel plan, mais c'est que je suis assez extérieur on va dire, à des engagements politiques. J'ai du mal à me sentir engagé dans les propos. Et du coup, quand un film brasse vraiment la dépravation, la lutte de classe, j'ai du mal à vraiment être dedans. Ça ne m'empêche pas d'en ressortir des effets assez vibrants. Moi, je pense vraiment au tout début du film, on commence en étant dans une sorte de jungle, de rivage, de rivière. Et tout d'un coup, presque sans prévenir, on est agressé par le bruit des trompettes et de la fête qui vient vraiment nettement nous couper l'ambiance reposante de la séquence d'avant, et on est dans une espèce de dépravation visuelle et sonore et de boursouflure technique avec ce plan qui n'en finit pas, qui veut montrer il y a encore une fois une espèce d'accordéon qui s'étire entre les séquences en campagne où les gens essayent de survivre et cette espèce d'opulence de la ville, aussi bien sur les excès, que ce soit l'excès de fête, de plaisir, de désir. Moi je pense à cette scène où il y a la femme qui est dans la rue, il y a des gens qui tournent autour d'elle. Enfin, ça c'est encore une fois, c'est de l'excès, tout comme on a aussi de l'excès dans la scène de funérailles où on est dans la rue et ça n'en finit pas, et on se dit mais toute la ville est en deuil, et la caméra prend tout d'un coup, enfin ça devient plus grand que la scène même, en fait. La mise en scène se met à un stade où on se dit mais c'est il y a presque une lutte au sein du film entre ce que la scène va évoquer et la distance avec laquelle elle va être mise en scène. Je trouve qu'il y a vraiment une vraie distance, une vraie scission entre le moyen technique pour représenter la scène et le propos de la scène même, comme qu'est-ce qui est narré dans la scène. Et ça, c'est vrai que pour moi, ça me crée une sorte de recul, tellement il y a une différence entre les deux, entre ce qui est marqué au scénario, ce qui est raconté dans la situation, et la façon dont c'est raconté avec l'opulence de la caméra, l'ingéniosité technique et les plans qui n'en finissent pas. Et en cela, moi, je trouve que ça donne une sorte de déséquilibre, un petit peu comme le plan de fin de film où on a cet homme qui suit les soldats et tout d'un coup, la caméra, elle commence à se pencher et on a la moitié de l'écran qui est carrément coupé en deux. La ligne d'horizon n'est plus droite, elle est complètement penchée. Le film est complètement en train de chavirer, je trouve, entre
le propos qui justement s'échappe puisqu'on est au sein d'une révolution et les choses sont chamboulées, et en même temps la mise en scène qui essaye de rendre ça plus gros que nature, et du coup le film devient excessif, chaotique, et il y a vraiment quelque chose d'organique qui vient bousculer tout. Ça rend quelque chose d'assez fascinant parce que tout ça fonctionne organiquement, et c'est assez fascinant de l'observer, mais du coup si on n'est pas entraîné par l'un, l'autre essaie de nous rattraper avec des effets techniques, et si on refuse un peu, on peut complètement être passé un petit peu à côté du film. Moi c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Ça n'empêche pas que pour 64 c'est quelque chose d'assez gigantesque. Je crois que c'est aussi pour ça que on m'avait posé la question dans une FAQ il y a très très longtemps. On m'a dit quelle était ta décennie préférée, et il y en avait beaucoup qui disaient années 70, mais moi j'ai dit plus naturellement les années 60 assez rapidement, parce que j'aime beaucoup cette idée qu'on est un peu à la lisière de quelque chose entre la tradition classique, un peu théâtrale du cinéma, même du cinéma de quoi que ce soit le cinéma hollywoodien avec Cléopâtre ou le cinéma français, ces grandes fresques de David Lean et tout ça, et en même temps une sorte de nouveauté, d'instabilité, d'agressivité de la jeunesse, de nouvelles technologies, de nouvelles perspectives de récits qui viennent comme ça étirer tout d'un coup le panel de ce qu'on peut représenter au cinéma. Et je trouve que vraiment le Soikuba est tout à fait dans l'énergie en fait de ces années-là, de ce tiraillement, de ce renouvellement, mais qui n'a pas totalement quitté en fait ses origines. Là où les années 70, on part vraiment, mais les années 60 est encore entre-deux, un cheval d'entre-deux que je trouve fascinant. Et je pense que c'est aussi ça que je trouve fascinant dans le film, c'est cet entre-deux qui se lutte un petit peu à l'intérieur, une espèce de lutte intérieure. C'est peut-être pour ça aussi que le film reste un objet fascinant, mais pas de plaisir, mais fascinant. Pour moi, un petit peu finalement comme ce que tu dis, Samir. Tu vois, on respecte totalement l'objet filmique, mais en plaisir personnel, moi je le chéris pas. Mais en tant que de ce qu'il peut représenter, de ce qu'il gronde à l'intérieur de lui, c'est vrai qu'il est fascinant. Nico? De mon côté, c'est plutôt le contraire en fait, parce que disons que, et par contre je suis d'accord sur une considération que vous avez énumérée tout à l'heure, et je suis d'accord avec toi Samir, un film qui agite devant toi sa technique, c'est nul en fait. Non mais franchement, par contre, il faut être un peu radical, c'est nul. Par exemple, c'est pour ça que je ne suis pas très sensible à un certain cinéaste qui est Inarritu, parce qu'Inarritu, moi, il m'agace profondément. Enfin, et pourtant, je déteste pas ses films. J'aime bien quand même son tout dernier. Mais par contre, Birdman, j'ai un gros problème, parce que Birdman, on voit trop cette espèce de performance de plan-séquence, de faux plan-séquence en un film, au point où ça perd de sa puissance. Je suis plutôt du côté de son comparse qui a fait Les Fils de l'Homme, qui d'ailleurs est sûrement inspiré. Ces deux cinéastes... Oui, Quaron, voilà. Ces deux cinéastes qui sont sûrement inspirés par le cinéma russe, parce qu'on retrouve des choses qui, et de manière générale, de manière globale, peut-être par Kalatozov ou par Tarkovsky pour certains éléments, parce que c'est des cinéastes qui jouent beaucoup sur le plan séquence, qui jouent beaucoup sur le temps, et aussi qui jouent beaucoup sur l'émotion, mais une émotion qui, moi, me rappelle l'humanisme russe un peu, pour beaucoup d'éléments. Il y en a un qui n'y arrive pas forcément, parce qu'il tombe dans cette espèce de démonstration technique, de démo technique, qui, moi, m'embête beaucoup. C'est-à-dire que c'est bien beau, le cinéma de Quaron. Après, moi, j'ai vu que 2 films, donc là, je parle des 2 films que j'ai vus. Mais j'ai eu ce problème avec Birdman. J'ai un autre problème, c'est la réception en fait de Soikuba aujourd'hui. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, en effet, on préfère partager les séquences de Soikuba uniquement pour l'aspect démentiel que pour représenter cette mise en scène si particulière de plan-séquence démentiel, enfin fou. Alors que moi, j'avoue que lorsque j'ai découvert le film, c'est pas ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu un film très touchant aussi. J'ai vu un film qui m'a particulièrement touché, notamment lorsque j'ai fait la présentation du film,
effectivement, c'est un film de propagande. Hein. Alors moi, j'ai pas de problème avec les films de propagande parce que j'estime que un film de propagande n'est jamais totalement un film de propagande. C'est-à-dire qu'il y a toujours le cinéaste qui est derrière et qui va essayer quand même de parler. C'est pour ça que Potemkin, c'est pas si évident, quoi. Potemkin, on peut dire que c'est un film de propagande, mais c'est aussi un film de pure sensation émotionnelle. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément besoin de réfléchir parce que moi personnellement, bon, je suis pas sensible aux idées communistes, par exemple, mais lorsqu'on voit le film, c'est pas un film qui parle que de communisme, par exemple, hein, le cuirassé Potemkin, parce que c'est aussi un film qui parle de désolation et de violence. Et Seuil Kuba, c'est la même chose, parce qu'en fait, dans Seuil Kuba, on se concentre sur les humains, surtout sur les êtres humains et sur le peuple. Et ce qui est fou, c'est que moi, je suis assez touché par chacune des histoires. C'est-à-dire que la première histoire avec la prostituée, la fille de joie, ben moi, ça me touche à chaque fois. Par exemple, le plan magnifique, le plan séquence magnifique où elle est avec son amant, enfin l'être qu'elle est censée aimer ou qu'il aime, peut-être qu'il la force aussi à l'aimer, je ne sais pas trop. Le marchand d'oranges, c'est des oranges, je crois, je ne sais plus, qui chante. Je trouve cette scène, en termes de beauté émotionnelle, très touchante, quoi. Moi, ça me touche énormément, ça, parce que je sais pas, il y a sa candeur, en fait. Et ensuite, on découvre qu'il participe à la violence de la Révolution en donnant des papiers. Et là, tac, on comprend qu'il y a quand même quelque chose qui va changer. On comprend que ce personnage-là ne vivra pas. Voilà, qu'il va disparaître. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. La fin aussi, quand il fait le travelling sur les... Alors, bon, on sait bien que les travelling peuvent poser des problèmes quand on parle de celui de Capot, par exemple. Oui, mais c'est autre chose, là pour le coup. C'est autre chose, je suis d'accord, c'est autre chose, mais je comprends que, par exemple, quand on a envie de représenter la tristesse et la souffrance par, tu sais, une forme de misérabilisme formel, ça peut vraiment énerver. Je trouve pas que ce soit le cas, par exemple, quand Kalatozov il filme la pauvreté. Non, Pontarkovo, ouais, il recadre dans son fameux travelling de Crapro, c'est que en plus du travelling, à un moment, il recadre à la fin le corps sans vie de je me souviens plus de l'actrice, tant pis pour moi. C'est ça qui a créé quelque chose d'assez pour Jacques Rivette de dégueulasse, en tout cas. Oui, voilà. Et puis surtout, dans le film, dans Seuil Kuba, c'est que quand il fait ce travelling, c'est surtout pour montrer la culpabilité. C'est pour montrer comment ce blanc-là, ce personnage, cet Américain qui évolue dans la ville, lui, il est là, il est vraiment plongé dans cette espèce de truc très organique, de boue, il se salit, quoi. C'est vraiment ça. Mais il se rend compte de la saleté de la pauvreté, quoi. C'est vraiment, il y a une prise de conscience à ce moment-là qui, moi, me touche. Qui est peut-être un peu moralisatrice, hein, qu'on soit bien d'accord, qui peut-être obéit à ce caractère de film de propagande aussi, je pense. Mais je trouve que le film va plus loin, parce qu'il y a la poésie aussi. Il y a le passage avec le paysan, moi je l'adore, parce que, par exemple, il y a un moment où le paysan il se tue à la tâche et qu'il essaye de survivre, voilà, où on joue sur des mouvements de caméra qui ne s'arrêtent pas, où il y a la faux qui ne s'arrête pas. Il y a quelque chose d'assez fort qui revient vers le muet, évidemment, parce que c'est comme ça qu'on représente. Le film est assez silencieux parfois aussi. Et effectivement, il y a aussi ce plan séquence magistral, hein, bien sûr. Disons-le, il est magistral. Il faut reconnaître quand quelque chose est magistral. Mais ce qui est magistral, c'est pas l'aspect technique. C'est la sensation de flottement qui est derrière. C'est-à-dire que nous, on est avec cette caméra. Quand elle s'envole, on est avec cette caméra et on se rend compte qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui change. Mais dans l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire que c'est limite... Moi, ça me fait penser par exemple, à la fin de Gladiator, quand l'âme du personnage principal s'élève. C'est magnifique, d'ailleurs. Et cette scène, c'est la même chose, cette scène. C'est-à-dire qu'on a une élévation métaphorique. Et je trouve que cette élévation, elle crée de l'émotion. Moi, j'arrive pas vraiment, parce que quand je regarde, par exemple, la séquence sur Twitter, j'arrive pas à être touché tellement, alors qu'il y a des séquences. Pourtant, quand elles sont coupées des films,
elles arrivent à me créer quelque chose en termes d'émotion, mais là non, parce que je pense que le film est tellement inscrit dans un tout, dans un ensemble, que je pense qu'on peut pas juste... ou peut-être que le partage de ces séquences sur Twitter ou sur les réseaux sont purement... ne suscitent pas un intérêt, ne veulent pas susciter un intérêt émotionnel. C'est juste qu'on s'extasie de l'aspect incroyable de cette séquence. Alors que pour moi, il y a quand même quelque chose qui va plus loin. C'est un film qui est orgiaque, c'est un film qui est aussi épiphanique, d'une certaine façon, parce que on ressent... Il y a un sens de la fête, mais c'est la fête macabre, c'est-à-dire que c'est un film qui montre la fête macabre de la Révolution, qui montre la violence aussi. La fin est très violente, hein. Elle n'est pas forcément joyeuse, parce qu'il y a, même s'il y a en effet une critique qui est forcément là, du capitalisme, de la situation à Cuba, il y a aussi quelque chose qui montre la difficulté de se révolter et la violence de la Révolution. Par exemple, la scène où ce gamin, il n'arrive pas à tirer sur le membre du parti. Moi, je trouve cette séquence incroyable, parce qu'après, il déambule, il est totalement comme s'il était pris dans une ritournelle infernale, dans une danse infernale. Je n'ai pas arrêté de penser à la séquence de danse folle d'Isabelle Adjani dans Possession, par exemple, quand elle est tellement possédée lui aussi, il est possédé un peu par la violence et il n'arrive pas à commettre l'acte. Pourtant, on lui en demande beaucoup. Enfin, voilà, moi, je trouve que le film est quand même assez grand. J'ai pas vu les autres films de Kalatozov, et je crois que les autres films de Kalatozov sont très, très, très impressionnants et très, très bons. On m'a beaucoup parlé de Quand passe et cigogne, et j'ai hâte de le voir. Mais voilà, moi, Soy Cuba m'a vraiment, vraiment cassé la gueule en termes d'émotion. Voilà, surtout. Et puis, j'adore cette idée de faire parler Cuba avec cette si belle voix, quoi. C'est ce que j'aime, vraiment. 3 films. Il y a Abba de Idrissa Ouedraogo, film burkinabé, qui est sorti en 89 et qui a été réédité récemment. The Last Duel, qui est sorti le 13 octobre dernier, le dernier film en date de Ridley Scott, parce qu'il y a le dernier qui arrive demain même, on peut dire ça comme ça, en novembre, The House of the Gucci, avec le même, toujours Adam Driver et Lady Gaga. Donc ça promet ça aussi. Et le 3e film, Soy Cuba, qui est un film important dans l'histoire du cinéma, réalisé par Mikhail Kalatozov et qui est sorti il y a quelques semaines aussi, je crois, le 20 octobre si je me trompe pas. Bref, en tout cas, ces 3 films sont encore disponibles, accessibles. Allez-y. Mettez aussi des commentaires, ça c'est intéressant pour voir si on s'est complètement trompé ou pas, et ça peut aussi le dialogue se poursuit, et c'est ça qui est important. Merci beaucoup Valérian, comme d'habitude, hein, on est toujours très content de dialoguer avec toi. On se retrouve pour le prochain numéro, je ne sais pas ça sera pour quand, mais en tout cas bientôt. Nicolas, merci aussi. Décidément, cette semaine, il y a eu pas mal d'enregistrements avec Nico, c'était sympa. Je rappelle que Nico Artopolis, donc aka Artopolis, a sa propre chaîne YouTube, mais aussi avec ses 3 autres compagnons, ils ont une chaîne qui s'appelle Scope le podcast. Et d'ailleurs, une question, quand est-ce qu'est prévu le prochain podcast de Scope ? Je l'ignore totalement parce qu'on n'a pas, Lucas a eu des complications récemment. J'espère qu'on fera quelque chose. Je sais qu'il y a des membres de Scope avec qui j'ai travaillé dans pas très longtemps. Notamment, j'ai prévu quelque chose avec Archimède. On va parler de Duvivier sur ma chaîne, de Voici le temps des assassins. Voilà, c'est prévu. On peut discuter, on va faire un dialogue autour du film. C'est lui qui a choisi le film, parce qu'en fait, on veut faire ça parce qu'il y a une ressortie dans pas très longtemps des films muets, de films muets d'autres films de Duvivier. Et j'ai hâte d'acheter le coffret et de découvrir ces films. Et on veut en parler à cette occasion-là. Voilà. Génial. Bah écoutez, c'est génial. On vous suit, on a hâte et ça va être intéressant. Valérian, est-ce qu'il y a une prochaine vidéo que tu prépares? Non, pas pour l'instant. Je suis sur d'autres choses, notamment mon boulot. Donc, pour l'instant, rien de prévu. Bon, merci beaucoup à vous deux et à très vite. Et d'ici là, bien évidemment, des images. Merci beaucoup en tout cas. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle